Bonsoir et bienvenue donc à ce premier webinaire de l'année. Et aujourd'hui, je me suis décidé à parler des jeux vidéo et de la violence. C'est un débat que j'ai entendu pas mal d'endroits. J'ai plusieurs parents qui m'ont posé un petit peu le même genre de questions. Est-ce que ces jeux vidéo ont donc une influence sur nos enfants? Si oui, laquelle? Est-ce que je dois laisser mon enfant jouer à des jeux vidéo violents? Jusqu'où peut-on aller? Est-ce que ça les désensibilise? Est-ce que ça les rend plus violents? Bref, il y a toute une polémique là-dedans, et cette polémique, comme vous allez le voir, en fin de compte, elle se développe même jusque dans le domaine des chercheurs. Comme vous le savez peut-être, je lis beaucoup d'études qui sont faites sur beaucoup de sujets, c'est mon intérêt, donc j'essaie de rester au jour le jour avec ce qui se passe et ce qui se développe dans le monde de la psychologie. Et dans ce qui est justement du domaine des jeux vidéo et de la violence, je crois que j'ai dû lire aux environs d'une trentaine d'études contradictoires. En fin de compte, personne n'est absolument d'accord. Et dans ce webinaire, je me suis dit, je crois que je vais essayer de baser ce webinaire sur la recherche en cours et en fin de compte d'essayer de trouver le vrai du faux, le bien du mal dans toutes ces études et en fin de compte de ce dont il s'agit. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle donc Cyril Malka, je suis psy cognitif et comportemental, hypnotiseur ou hypnothérapeute. Vous pouvez trouver ma page principale sur malka.fr et là il y a un point qui s'appelle Qui et où est Cyril Malka. Et là, vous pouvez en savoir plus sur ma ou mes formations, ce que j'ai fait et ce que vous pouvez attendre de moi, plus ou moins. Maintenant, passons au vif du sujet. Euh, Comme je vous l'ai dit, il y a une foule d'études qui ont été faites depuis les années 80 sur les jeux violents et sur leur influence sur les enfants, sur les jeunes enfants, sur les ados. Et c'est un petit peu comme si on a deux camps contradictoires. Un des camps qui va nous dire non, ça n'a absolument aucune influence, et puis l'autre qui va nous dire si, en fin de compte, ça a une très grande influence. Et on peut le voir d'après le nombre de jeunes qui ont dit, par exemple, qu'ils se sont inspirés de tel ou tel jeu, ou bien Anders Breivik, ce Norvégien qui a fait ce massacre à Utoya en Norvège et qui a tué 77 personnes, dont la plupart étaient des jeunes, et qui disait lui-même qu'il s'était entraîné sur Call of Duty, qui est un jeu relativement violent qui se joue beaucoup en ce moment. Enfin bref, donc on a toutes ces études, on a toutes ces personnes qui ne sont pas d'accord, et en fin de compte, en 2015, l'APA, c'est-à-dire American Psychological Association, a fait une grande étude qui a réuni toutes les autres études, etc. etc. Et d'après leur résumé, si on veut dire ça comme ça, ils ont dit, alors là c'est ma traduction, la recherche démontre une relation cohérente entre l'utilisation de jeux vidéo violents et un comportement agressif accru. Des cognitions agressives, c'est-à-dire une façon de penser ou de voir les choses agressives, un affect agressif, c'est-à-dire une tendance à la personnalité qui devient plus agressive, et généralement aussi une tendance à comprendre le langage corporel et le langage des autres comme une agression, ce qui fait qu'on est soi-même beaucoup plus agressif. Et une réduction du comportement prosocial, c'est-à-dire donc qu'on devient plus antisocial, qu'on devient plus en retrait du groupe, qui va de l'empathie et de la sensibilité à l'agression ou vers l'agression. C'est-à-dire que on irait de l'empathie, la compréhension des émotions d'autrui et de la sensibilité à un comportement plus agressif. Alors, de lire ces quelques lignes, ça peut faire peur à beaucoup de personnes.
Et donc j'aimerais bien qu'on prenne les choses pas à pas et qu'on avance en restant les pieds sur terre. Alors déjà, la première des choses qu'il est important de comprendre, parce que quand on n'est pas psy et quand on n'est pas habitué à toutes ces études, on peut facilement se laisser entraîner et puis, comme on dit au Danemark, on peint le diable sur les murs, c'est-à-dire qu'on voit les choses les plus horribles se profiler à l'horizon. Et ce n'est pas toujours le cas. Il faut comprendre un petit peu ce que l'on veut dire par cette étude. Alors déjà, la première chose à voir, c'est ce que cette recherche ne prouve pas ou ne dit pas. Qu'est-ce que ce rapport ne veut pas dire? Eh bien, en fin de compte, le fait que ce rapport dise ce que je viens de dire, cela ne veut pas dire que les jeux vidéo violents sont la raison principale ou la cause majeure d'agression. On parle d'influence, mais on ne dit pas que c'est l'influence primaire ou la plus grande influence ou la seule influence. N'oubliez pas ça. Deuxième chose importante, cela ne veut pas dire non plus que les jeux vidéo causent toujours et instantanément des pensées, des émotions et des comportements violents chez tous les enfants. On dit que ça a une influence, que ça peut faire pencher les enfants dans cette direction, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas et ça ne veut pas dire que ça arrive tout de suite, tout d'un coup. Il suffit que Toto il joue à Call of Duty une journée et puis ça y est, tout est planté. Et enfin, cela ne veut pas dire non plus que tous les enfants qui jouent à des jeux vidéo violents vont devenir des meurtriers de masse. Même s'il y a eu un ou deux jeunes qui se sont laissés influencer par certains jeux vidéo violents, il y a eu aussi cette jeune fille qui a fait un massacre en masse dans son école parce que c'était lundi et elle n'aimait pas les lundis. Et ça, c'est tout à fait authentique. Et ça ne veut pas dire que les lundis ont une influence négative nécessairement, même si beaucoup de personnes n'ont pas trop envie de commencer le travail ou l'école le lundi. Donc, là, il faut faire attention à la façon dont on comprend tous ces rapports, dont on comprend toutes ces études et tout ce que ces spécialistes vous disent. Parce qu'on se laisse facilement impressionner quand un tel va vous dire d'après telle et telle étude, ça, c'est pas possible. Ou d'après telle ou telle étude, le contraire. Tout dépendra en fin de compte du psy ou du spécialiste avec qui vous allez parler et de son point de vue. Si on veut garder un point de vue clinique sur le sujet, c'est-à-dire si on veut garder un point de vue rationnel et voir les choses autant que possible telles qu'elles sont, on est obligé de garder certaines lignes en mémoire. Parce que un peu souvent, quand on lit ce genre d'études ou quand on écoute ce que ces spécialistes nous disent, c'est un petit peu comme si on oubliait certaines autres choses qui ont leur importance. Et l'une des choses qui a une grande importance, c'est que pour les enfants, d'ailleurs pour les adultes aussi, mais là on parle surtout des enfants et des ados, le transfert de comportement d'une situation à une autre, c'est pas quelque chose qui se fait facilement. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand j'ai un jeune ou un enfant en thérapie, ou ce que vous voulez, eh ben, je vais lui faire comprendre certaines choses, on va parler de certaines choses, etc. Mais ce n'est pas parce qu'il a compris certaines choses et parce qu'il a appris un nouveau comportement dans la salle de thérapie que, quand il va rentrer à la maison, ça y est, Toto est changé. J'aimerais bien, parce que ça me donnerait beaucoup de clients, mais ça ne se passe pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que les enfants, tout comme les adultes, ne se comportent pas de la même façon avec papa qu'avec maman, avec les petits frères, les petites sœurs, qu'avec les grands frères, les grandes sœurs, qu'avec les copains d'école, qu'avec les copains qui sont à l'extérieur de l'école, qu'avec les petits cousins. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'on ne prend pas un comportement dans une situation et on le transpose directement dans une autre situation. Donc ce n'est pas parce que Toto, il a joué à un jeu violent qu'il va prendre un couteau dans la cuisine et qu'il va aller tuer le premier venu. Il ne fait pas une transférence automatique d'un comportement à un autre, dans une situation, dans une autre.
Parce que Toto, c'est un enfant du 21e siècle, et ça veut dire qu'il est habitué aux ordinateurs, il est habitué à la télévision, il est habitué aux médias, et il sait parfaitement que ce qu'il y a à l'intérieur du poste, si on veut dire ça comme ça, ce n'est pas nécessairement les mêmes règles et les mêmes choses que ce qui se trouve à l'extérieur. Souvenez-vous de ce point-là, parce que ça va avoir son importance un peu plus tard. Ensuite, force nous est d'admettre que la façon dont les enfants pensent, ce qu'ils ressentent, la façon dont ils comprennent certaines choses, ça va affecter leur comportement. Et le fait de les soumettre à des actions violentes, à un jeu violent ou ce que vous voulez, eh ben, ça peut avoir un impact sur leur comportement. Il est un petit peu, même si on peut dire que les enfants ne sont pas transformés du jour au lendemain par un film ou par un dessin animé, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils ressentent, ça affecte leur comportement. Et donc, les médias étant ce qu'ils sont, cela affecte également leur comportement. Mais on pourra dire qu'un dessin animé affecte également ou peut également affecter leur comportement. Beaucoup de choses peuvent affecter le comportement de l'enfant. Donc, les jeux vidéo aussi, qu'ils soient violents ou qu'ils ne le soient pas, bien entendu. Donc il est important de garder ces choses en tête lorsque l'on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de ces choses-là. À part ça, nous avons donc 3 points principaux sur lesquels il est intéressant de s'attarder. La première des choses à faire, en fin de compte, c'est de voir les preuves qu'on nous amène de ces jeux, des effets de ces jeux vidéo et de les voir un petit peu de plus près. Comment ont été faites ces études? Parce que le truc est que, et c'est un fait, je le fais moi-même, quand j'écris des articles sur mon site, je vais vous dire telle et telle étude nous dit que ceci, cela. Des fois, je vais vous expliquer comment l'étude a été faite. Je le fais généralement parce que je trouve que c'est important. Mais la plupart du temps, les gens ne le font pas. Donc, vous ne savez pas comment l'étude a été faite. Est-ce que c'est une étude sérieuse ou est-ce que c'est une étude qui est biaisée? Est-ce que c'est une étude sur laquelle vous pouvez vous baser ou est-ce qu'il faut la prendre avec un bémol? Et dans ce cas-là, lequel? Donc, on va voir un petit peu les preuves qui ont été trouvées un petit peu de plus près. Et puis, une chose importante également, c'est combien de temps dure l'effet du jeu. Parce que, je veux dire, si Toto joue à un jeu violent et puis il éteint son ordinateur et 10 minutes après, c'est oublié, bon, ça ne peut pas avoir une très grande influence sur la vie de Toto le jour d'après à l'école. Donc, est-ce qu'il y a des études et combien de temps dure cet effet ? Si effet il y a. Bon, maintenant on sait qu'il y a un effet, bien entendu, ça c'est indéniable, mais combien de temps est-ce qu'il dure et quelle est son intensité? Et puis donc la question en fin de compte que Maryse a posée plus ou moins, est-ce que ces jeux, est-ce que le fait de jouer ces jeux enseigne aux enfants à devenir plus insensibles à la peine d'autrui, aux douleurs d'autrui? Est-ce que ça les rend en fin de compte sociopathes, pourrait-on dire, à la limite? Ça va être les 3 points principaux que nous allons voir. Alors, on va commencer à voir les preuves des effets de ces jeux vidéo. Est-ce qu'il y a des preuves ou est-ce qu'il n'y en a pas? Maintenant, la plupart des gens que je connais et qui jouent des jeux en ligne ou qui jouent des jeux vidéo, moi inclus d'ailleurs, vont vous dire « Oui, mais moi, ça fait tant et tant d'années que je joue à des jeux vidéo, même violents, et j'ai jamais tué personne. » Alors ça, c'est en fin de compte ce qu'on appelle un argument qui n'est pas valable. C'est pas parce qu'on n'a pas été violent, c'est pas parce qu'on n'a pas tué quelqu'un après avoir vu un jeu vidéo qu'on n'a pas été affecté par le jeu vidéo. À partir du moment, on dira qu'à partir du moment où lorsque l'on joue un jeu vidéo, on se sent tendu ou excité ou frustré ou on se met en colère, etc., eh ben, on va dire qu'on a été affecté. C'est un affect. On a été affecté par le jeu vidéo. Donc ça, c'est indéniable. Il y a un affect du jeu vidéo sur les adultes, bien entendu, mais aussi sur les enfants. Donc,
c'est un faux argument de dire que vous avez 10 millions de personnes qui jouent à un jeu vidéo et il n'y a pas 10 millions de criminels. Parce que ça ne veut pas dire néanmoins que le jeu vidéo n'a aucun effet ou affecte nullement la personne. Après, il faut faire un petit peu le ménage parce que ces chercheurs qui ne sont pas d'accord, vous allez avoir ceux qui disent que les jeux n'ont absolument aucune influence, vont dire que l'autre groupe incite la population à une panique morale, et puis les autres qui, eux, voient en fin de compte que, d'après eux, les jeux vidéo ont une très grande influence. Eh bien, ils vont dire que oui, mais là c'est vous qui êtes en déni et qui êtes au solde des vendeurs de jeux et qui, en fin de compte, ne voulez pas voir ce qui se passe. Bizarrement, d'ailleurs, c'est que quand on entre un petit peu plus dans toutes ces études et lorsqu'éventuellement on parle avec ces chercheurs, ils sont tous d'accord sur un point, et c'est que l'effet des jeux vidéo, que les jeux vidéo ont sur les enfants, et sur leur violence, donc, il est considéré comme faible. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord qu'il y a une influence, et on est tous d'accord qu'elle est relativement faible. Ça, c'est à se souvenir, en fin de compte. Donc, on dira que cette querelle d'experts, c'est plutôt sur des détails, en fin de compte. Maintenant, l'un des arguments que l'on a contre les études qui prouvent que les jeux vidéo rendent violents, c'est que la thèse de la violence, les chercheurs qui ont fait ces études, ils les ont fait en laboratoire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, bon, généralement, on va faire jouer un certain nombre d'enfants à des jeux vidéo violents, et puis on va faire jouer le même nombre d'enfants à un jeu vidéo qui n'est pas violent. Ensuite, comment est-ce qu'on teste l'influence de la violence sur l'enfant après, quand on est en laboratoire? Je veux dire, on ne peut pas leur demander de se battre, on ne peut pas les mettre dans des situations où ils vont faire mal à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, généralement, les essais, ça va être de leur faire demander de mettre du piment sur un mets. On va leur dire, bon, bah, maintenant tu prépares un repas pour quelqu'un qui ne supporte pas le piment. Combien de piment est-ce que tu vas mettre là-dedans? Et donc, si l'enfant va mettre beaucoup de piment, on va dire, bon, ben, il est agressif, il a un effet de violence vis-à-vis des autres, et il essaie de faire mal aux autres. Il y a une autre étude qui explique que, enfin, c'est de punir une autre personne en lui faisant écouter un son très haut. Et jusqu'à quel son, jusqu'à quelle limite est-ce qu'il va aller. Et donc, de cette façon, on va mesurer le degré d'agression ou d'agressivité de l'enfant. Je crois d'ailleurs que sur ma page, j'avais envoyé une telle étude justement avec la sauce pimentée, mais ça fait plusieurs années, ça doit être au début des années 2000, 2007, 2008 peut-être. Et là où est le truc, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au départ, qu'il fallait se souvenir que, en fin de compte, on ne transpose pas les choses comme ça. C'est-à-dire qu'une des choses, c'est ce qu'un gosse va faire dans un laboratoire, et après, c'est ce qu'il va faire dans la vraie vie. Et là où le côté sceptique de l'affaire est, c'est qu'on va dire, bah oui, mais on ne peut pas tester l'agressivité de quelqu'un juste en évaluant le nombre de piments qu'il va mettre dans un plat. Enfin, je veux dire, c'est pas valable. Donc, les sceptiques vont dire, oui, mais bon, c'est un laboratoire, ça reste quand même extérieur à la vie réelle. Et pour donner un petit coup de pied dans la fourmilière, j'ai trouvé une étude extrêmement importante de Adachi et Willoughby de 2011. Et d'après cette étude, en fin de compte, et d'après eux, la chose qui rend agressif, ça n'est pas le jeu vidéo en lui-même, mais c'est le fait d'être en compétition. Le fait d'être en compétition contre d'autres joueurs ou contre le jeu en lui-même, les difficultés qu'on a à surmonter dans le jeu vidéo, ça peut mener à la frustration parce qu'on ne peut pas surmonter tel ou tel obstacle du jeu vidéo. Et si on ne peut pas surmonter tel et tel obstacle, eh ben on finit par devenir agressif.
balancer le clavier, etc., etc. Et peu importe si le jeu est violent ou si le jeu n'est pas violent. Donc le point important, ce n'est pas la violence qu'on voit dans le jeu, mais c'est tout simplement le degré de frustration que l'on peut ressentir lorsque l'on joue ce jeu. Et nous connaissons tous des personnes que l'on dénommera comme des mauvais joueurs et qui peuvent totalement flipper sur un jeu de Monopoly ou de domino. Donc en fin de compte, les personnes peuvent devenir agressives dans un jeu, que ce soit un jeu de football, de golf, Monopoly ou un jeu vidéo, lorsqu'ils sont confrontés à une frustration. Donc que ce qui mène à l'agression, ce n'est pas le jeu vidéo en lui-même, mais la frustration qu'il y a dans le jeu. Et donc cette étude a été basée sur des enfants, des jeunes, qui jouaient des jeux vidéo violents et des jeux vidéo non violents. Et en fin de compte, si on mettait suffisamment de frustration dans les deux jeux, eh ben on arrivait en fin de compte à un phénomène d'agression. Donc ça, c'est un des éléments dont il faut se souvenir lorsque l'on parle d'agression, d'agressivité et de jeux vidéo. Ok. Maintenant, bon, on est tous d'accord, c'est pas parce que Toto va donc jouer à Call of Duty un jour pendant qu'il est à un anniversaire chez un copain qu'il va revenir totalement ébouriffé et sociopathe. Combien de temps est-ce qu'il faut jouer pour que ça ait une influence? Là aussi, il y a plusieurs études contradictoires presque. D'après certaines études, l'effet violent des jeux vidéo sur les émotions et les pensées agressives disparaît en l'espace de 4 minutes. Ça a été mesuré en 2009 lors d'une étude. À partir de ce moment-là, on a fait jouer des enfants à certains jeux et puis on a mesuré après combien de temps ils avaient des émotions et des pensées agressives et combien de temps elles duraient, tout simplement. Mais, ça aurait été trop facile, il y a quand même eu des cas de ce qu'on appelle de la rumination. C'est-à-dire que dans certains cas, si le joueur a continué à y penser, à continuer à réfléchir justement à cette fameuse frustration dont je parlais un petit peu plus tôt, on a pu mesurer des émotions et des pensées agressives jusqu'à 24 heures après avoir joué à un jeu vidéo violent. Donc c'est-à-dire que là encore, ce n'est pas la violence du jeu en lui-même, mais c'est plutôt le phénomène d'y réfléchir, d'y penser, pourquoi j'ai perdu, j'aurais pas dû perdre, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Là, ce n'est pas quelque chose non plus qui a été influencé par le jeu, mais qui a été influencé par la façon de penser et la philosophie, si on dit ça comme ça, de la personne en question. Ensuite, il y a eu des études qui pourraient nous faire penser que l'effet est cumulatif. C'est-à-dire qu'ils ont pris des étudiants, et ça c'est important, c'était des étudiants universitaires, donc c'est-à-dire que c'est des jeunes, 17, 18, 19 ans quand même, qui ont joué à des jeux violents 20 minutes par jour, 3 jours d'affilée, et on s'est rendu compte qu'ils avaient un comportement plus agressif et ils étaient plutôt hostiles vis-à-vis des autres, comparé à des personnes, à des jeunes du même âge qui n'avaient pas joué à des jeux violents. Donc, plus c'est répété, plus c'est entretenu, pourrait-on dire, cela pourrait avoir une influence, en tout cas, sur certains jeunes. Ensuite, il y a eu une étude qui a été faite sur des enfants, parce que, justement, l'étude précédente était quand même sur des jeunes qui étaient un peu plus mûrs, qui avaient entre 16, 18 et 20 ans. Donc on a fait des études sur les enfants qui étaient plus jeunes et donc plus influençables. Et c'est une étude qui a duré 3 ans, sur lesquelles ils ont étudié des enfants du CE2 à la 4e, et puis ils ont suivi ces enfants
On a constaté que les enfants qui jouaient à des jeux vidéo violents régulièrement, ils avaient plus de pensées agressives un an après que les autres. Et ils avaient également un comportement plus agressif. Donc apparemment, alors ce n'est pas tous les enfants bien entendu, mais pas mal d'entre eux, ça pourrait avoir une influence si l'effet est répétitif et si c'est entretenu. Est-ce que les jeux vidéo violents désensibilisent les enfants à la violence, réduisent l'empathie qu'ils ont pour les victimes, augmentent leur croyance dans l'acceptation de la violence et encouragent le désengagement moral? Ça, c'est le résultat d'une étude, de plusieurs études d'ailleurs, qui ont été faites en 2003, 2009, 2010, 2012, enfin bref. Apparemment, plusieurs études indiquent que les jeux vidéo violents désensibilisent les enfants à la violence. Alors pour obtenir ce résultat, l'étude en question a été de faire jouer les enfants à des jeux violents, ou alors ça a été de prendre des enfants qui ont l'habitude de jouer à des jeux vidéo violents et de les faire jouer en laboratoire pendant un certain temps. Une fois qu'ils ont fini de jouer, on les met devant une télévision et une vidéo qui leur montre des faits réels, des personnes qui vraiment ont des accidents, ou qui se battent vraiment, ou qui s'agressent vraiment, enfin bref, qui peuvent être des situations violentes, mais qui sont réelles. Et puis donc, on mesure, en fin de compte, leur sensibilité par rapport à ça. Est-ce que ça leur fait peur? Est-ce qu'ils sont désolés? Est-ce qu'ils ont de la peine? Etc. Et il faut encore une fois se souvenir du principe de base que j'ai dit dès le départ, et c'est que il y a une différence entre voir une vidéo d'une attaque, même si on sait que c'est quelque chose qui se produit pour de vrai, et la voir pour de vrai. Déjà là, il y a une très grande différence qu'on oublie un petit peu, et c'est qu'on est habitué aux écrans. C'est pas parce qu'on va regarder un film violent qu'on ne va pas flipper totalement quand ça arrive pour de vrai. Enfin, je veux dire, ça ne prouve pas vraiment que l'enfant est désensibilisé à la violence. Ça prouve qu'il est désensibilisé à la violence qu'il voit sur l'écran. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être totalement flippé si tout d'un coup il est confronté à de la violence pour de vrai. Ce sont deux choses quand même totalement différentes. Je veux dire, la période où les enfants croyaient que la télévision était quelque chose de vrai, c'est fini, ça, on n'en parle plus depuis les années 60. Ils savent parfaitement que c'est des films, que c'est des trucages, enfin bref. Donc même à la limite, si on leur dit, bah, regarde, ça c'est vrai, oui, bon, bah, ça c'est vrai, mais c'est quand même au travers d'un écran. Donc cela fait que cette étude prouve plutôt que les enfants sont désensibilisés par rapport à la violence qu'ils voient à l'écran, ouais, peut-être. Mais ça ne prouve pas que cela réduit l'empathie qu'ils ont pour les victimes. Cela prouve seulement qu'ils font peut-être la part des choses. Personnellement, j'ai travaillé en hôpital lors de mes études où j'étais aide-soignant. Je connais beaucoup de personnes qui ont travaillé dans le domaine hospitalier et puis après un certain temps, on est désensibilisé par rapport à la vue du sang, à la vue des plaies béantes, enfin bref, je veux dire, j'ai travaillé dans les urgences à un moment donné, ce qu'on voit, ça vous change-tique un peu, mais après, on s'y habitue et on est bien obligé parce que, je veux dire, ça ne sert à rien que l'infirmière ou ce que vous voulez panique totalement à la vue du sang. Donc, bien entendu, on est désensibilisé à la vue du sang et à la douleur, etc. Mais c'est ce qui fait qu'on peut travailler de façon efficace parce qu'on peut garder la tête froide et savoir ce qu'il faut faire et quand le faire. Donc, je veux dire, le fait d'être désensibilisé à la violence, que ce soit la violence réelle ou que ce soit au travers d'un écran, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'empathie et ça ne veut pas dire nécessairement que l'on n'est pas affecté par ce qui arrive, surtout si
on connaît seulement ce qui se passe à la télévision ou sur un écran, et que tout d'un coup, on est confronté, en fin de compte, à quelque chose de réel. Et alors, on pourrait dire, bon, ok, mais alors, pourquoi est-ce que ça intéresse les enfants tant que ça, cette violence, si, enfin, c'est quoi ce truc? Euh, j'ai nommé Anders Breivik au début de ce webinaire parce qu'il avait lui-même annoncé, lui-même expliqué qu'il s'était entraîné pendant quelque temps avec Call of Duty pour apprendre, en fin de compte, à manier les différentes armes qu'il allait utiliser pour son attentat. Maintenant, beaucoup de médias et beaucoup de personnes se sont basées là-dessus pour dire, ben voilà, maintenant vous voyez, les jeux vidéo ont cette influence néfaste, les gens l'utilisent et ils deviennent plus agressifs, etc. etc. Alors, si je me souviens bien, et je sais que je me souviens bien, dans l'attentat du 11 septembre, les terroristes s'étaient entraînés sur Microsoft Flight Simulator. Est-ce que cela veut dire que le simulateur de vol de Microsoft incite à la violence et au terrorisme? Non. Maintenant, Anders Breivik est une personnalité un peu spéciale et il a utilisé un jeu pour s'entraîner. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle les enfants jouent ce jeu. Je veux dire, les enfants ou les jeunes qui jouent Call of Duty, ça n'est pas pour s'entraîner à tuer des personnes pour de vrai. On est bien d'accord. Lorsque l'on a interviewé des enfants et des jeunes, en fin de compte, ce qui en est ressorti le plus souvent, c'est le challenge qu'il y a dans tous ces jeux-là. Il y a des missions à faire, il y a des choses à faire, etc., des obstacles à surmonter, et ça devient de plus en plus difficile. Et c'est tout simplement cette excitation, ce travail à surmonter certaines choses, et puis ce shoot d'adrénaline que l'on a lorsque ça y est, ça a marché, j'ai pu surmonter le truc, je peux passer au niveau suivant. Dans la plupart de ces jeux violents, ce sont des jeux d'équipe, pour la plupart. Et cela veut dire qu'on est une équipe, ça peut être une équipe de 5 personnes, une équipe de 10 ou de 15, ce que vous voulez, et on est obligé de travailler ensemble. Il est question ici de coopération, de s'écouter les uns les autres, d'essayer de planifier quelle est la meilleure façon de faire telle et telle chose, quelle est la meilleure façon de gagner contre l'équipe adverse, etc. C'est tout ce challenge qui intéresse les enfants et les jeunes. Bon, maintenant, s'il y a des beaux effets spéciaux, bah, pourquoi pas, hein. Maintenant, on ne va pas cracher dans la soupe non plus. Mais en fin de compte, le point central, c'est cette idée de challenge, cette idée de travailler ensemble pour un but commun, etc. Ça n'est pas le fait de tuer les gens. En fin de compte, ça, ce n'est qu'une infime partie de la plupart des jeux. Mais comme la plupart des parents ne s'intéressent pas suffisamment, dira-t-on, au cours du jeu, ben c'est quelque chose qui peut facilement passer un petit peu, donc on ne le voit pas. La motivation principale que les enfants ont donnée pour jouer à ces jeux violents, pour 75% des garçons et 60% des filles qui étaient au collège, c'était c'est amusant, on se marre bien. Il y a cette compétition, on est les uns contre les autres, on est en équipe, c'est nous qui allons gagner, enfin bref, il y a cette excitation, il y a quelque chose à faire quand on s'ennuie. Donc ça a été surtout ces choses-là qui ont été intéressantes. Ça a été cette interaction, ce challenge, ces compétences, utiliser ces compétences, comprendre le jeu, faire la plupart de ces jeunes qui font ces personnages super forts, qui peuvent gagner tout et tout et tout, la plupart du temps, si vous leur parlez, le plus intéressant pour eux, c'est de les bâtir, ces personnages, c'est de les composer, c'est de les rendre forts, etc. C'est pas trop de casser la tronche à tous les autres, mais c'est ce principe de contrôler, d'utiliser leur fantaisie, d'utiliser leurs compétences, c'est le challenge.
Quand on a posé les questions par rapport aux armes, eh ben, il s'est avéré que 25% des garçons et 5% des filles ont répondu qu'ils aimaient les pistolets et autres armes. Donc, en fin de compte, pour des personnes qui jouent régulièrement à des jeux violents, un quart des garçons, 5% des filles, en fin de compte, c'est pas beaucoup. Et encore une fois, le fait d'aimer les armes ou les machines de guerre, à la limite, cela ne veut pas dire que l'on est nécessairement en train de se développer et de devenir un sociopathe. Avant que, avant que ce soit politiquement incorrect de parler de l'armée et de ce genre de choses, moi j'avais beaucoup de copains qui étaient très intéressés à tout ce qui était armée, tout ce qui était armes, missiles, etc. Et aucun d'entre eux n'était spécialement violent. C'est pas eux qui se battaient à la récréation, que je me souvienne, non. C'était des personnes très calmes, très posées. Bon, bah, c'était un intérêt, tout simplement. Après, c'est devenu politiquement incorrect. Après, c'est devenu... Mais ça, c'est de la politique, c'est pas de la psychologie. Donc, c'est pas parce que un enfant aime les pistolets, les armes, joue aux cow-boys et aux Indiens qu'il va nécessairement devenir violent. En plus, et enfin, c'est également ces jeux vidéo violents. C'est également une façon d'avoir une expérience du danger, de ressentir le danger, d'avoir une montée d'adrénaline sans vraiment être en danger. En fin de compte, personnellement, je préférais que mon gosse joue à Call of Duty plutôt qu'il commence à faire des trucs dangereux dans la rue ou ce que vous voulez. Donc, en fin de compte, pourquoi pas? Ça leur donne une façon de se tester. Maintenant, pour arriver un petit peu à une conclusion, le fait de, même si les jeux vidéo ont une influence, c'est une erreur que de leur donner la faute, c'est un petit peu trop facile, c'est un petit peu de dire, bon, ben voilà, ça c'est à cause des jeux vidéo et on n'en parle plus. C'est aussi une bonne façon pour certains parents de se déresponsabiliser. Ben moi j'ai fait ce que je pouvais, maintenant c'est la faute des jeux vidéo. D'après une étude très poussée qui a été faite par Gentile et Bussmann en 2012, ils ont isolé plusieurs facteurs de risque. Avant qu'un enfant devienne agressif et avant qu'un enfant devienne violent, il y a quand même plus que les jeux vidéo à prendre en ligne de compte. Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est, bien entendu, est-ce que c'est un enfant qui a été... Alors, ils ont étudié les enfants, les jeunes violents et même à la limite presque sociopathes. Est-ce qu'il y a une exposition préalable à la violence au travers des médias? Donc là, on a les jeux vidéo, on a les films, on a les séries, on a toutes formes de médias qui peuvent avoir une influence, parce que c'est bien joli de supprimer les jeux, mais je veux dire, Internet est plein de violence, il n'y a pas que les jeux. Donc, s'il y a eu une exposition préalable à la violence qui a été relativement longue et relativement intensive. Ensuite, le deuxième facteur de risque, c'est que l'enfant est bagarreur. C'est-à-dire que très rapidement, et même avant d'avoir été exposé à la violence au travers des médias, c'est un enfant qui prend facilement la mouche. Alors, un enfant qui prend facilement la mouche, ce n'est pas nécessairement parce qu'il est méchant ou parce qu'il est nécessairement, il veut être violent. Ça peut être un enfant qui n'est pas sûr de lui et qui se sent facilement menacé, qui a du mal à interpréter le langage corporel des autres enfants et qui tout d'un coup se croit agressé alors qu'il ne l'est pas. Et donc, il a une tendance à devenir bagarreur. Ensuite, il y a une exposition au harcèlement. C'est-à-dire les enfants qui ont été ennuyés ou gênés ou harcelés par les autres vont avoir une plus grande tendance à devenir agressif. Alors là, j'ai une question, enfin une remarque de Diana, qui me dit que dans presque tous les contes, il y a un monstre. Les contes d'enfants qui précèdent l'âge de mettre l'enfant devant un écran. Exact.
Euh, c'est aussi un petit peu une des théories qu'en fin de compte, les jeux vidéo sont la façon dont les enfants jouent à se faire peur euh, et à s'inquiéter, pourrait-on dire, ou même à se mettre dans des situations un peu dangereuses, surtout les garçons. Et c'est tout simplement une transposition de ce fait. Et c'est un fait que dans toute notre culture, oui, c'est un fait que on joue sur les monstres, on joue sur ceci, on joue sur le côté qui fait peur, les zombies, Dracula, les vampires, ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau, exact. Donc les enfants qui ont été exposés préalablement au harcèlement ont une plus grande tendance donc à devenir agressifs, à avoir une tendance dans les 6 mois qui ont suivi ces expositions. Ensuite, le fait d'être de sexe masculin. Alors, qu'on le veuille ou non, là, peut-être qu'on n'est pas politiquement correct encore une fois. Bah oui, il y a une différence entre les garçons et les filles. Et le fait d'être de sexe masculin fait qu'on a une tendance à devenir agressif plus facilement. C'est tout simplement biologique, qu'on le veuille ou non. Et enfin, si on a des parents qui, en fin de compte, ne vérifient pas trop ce qu'on fait sur le net, les activités médiatiques qu'on a, les films qu'on regarde, enfin bref. Donc des parents un petit peu soft sur ce qui est de ces points de contrôle. Et puis, oui, si on est une personne ou si c'est un enfant qui a une tendance à penser que les autres agissent de façon méchante délibérément. Là, je l'avais passé sous bagarreur parce que c'est souvent comme ça que ça finit. Mais il y a certains enfants qui ont une tendance à penser que les autres sont méchants envers eux ou qui prennent les choses difficilement. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'attribution hostile. C'est-à-dire que si une personne dit quelque chose de neutre à une telle autre personne, l'autre personne va le prendre du mauvais côté nécessairement, on va le prendre comme une agression. Certains enfants ont cette tendance et donc cela est un facteur de risque. Donc on a ces 6 facteurs de risque qui sont donc reliés à des agressions physiques 6 mois plus tard. Dans les études qui ont été faites, Gentile et Bussmann ont été capables de prédire si tel et tel enfant allait agir de façon agressive dans les 6 mois à venir, juste en regardant quelles étaient lesquelles de ces 6 possibilités, de ces 6 facteurs étaient en place. Ils se sont rendus compte que s'il y avait un facteur de risque entre les 6, ils ont pu, avec 30% de précision, prédire que tel et tel enfant allait agir de façon agressive vis-à-vis de ses pairs. Avec 4 facteurs de risque, ils ont pu prédire avec 67% de précision le fait d'être physiquement agressif. Et enfin, avec tous les facteurs de risque, avec 94% de précision, ils ont pu prévoir quels étaient les enfants qui allaient donc agir de façon agressive. Donc, ce qui est important dans tout ça, c'est que d'un côté, oui, on a les jeux vidéo violents, etc., etc. Et bien entendu, ils ont une influence. Mais leur influence, enfin, elle n'est pas magique. Et elle n'est pas sur tous les enfants, et elle n'est pas sur toutes les conditions. Donc, la chose qui est à faire dans tout ça, c'est déjà de connaître votre enfant. Quel est le style de votre enfant? Est-ce qu'il a une tendance à se sentir facilement agressé? Est-ce qu'il a une tendance à monter rapidement sur ses grands chevaux? Est-ce qu'il est mauvais perdant? Est-ce qu'il est harcelé à l'école? Enfin bref, oui, il y a tout un prisme de choses à prendre en ligne de compte. Et il n'est pas suffisant de dire, bon, ben, il est trop agressif, alors, pof, on enlève les jeux vidéo. C'est pas la solution du tout. Si les jeux vidéo ont une influence, ça n'est pas la seule, c'en est une, mais
le comportement agressif de l'enfant ou l'agression de l'enfant dépendra de plein d'autres facteurs. Ça dépendra aussi de leur état social, de l'économie de la famille, de la stabilité de la famille, de son travail à l'école, de ses camarades, enfin de beaucoup de choses. Et les jeux vidéo ne sont qu'un seul élément. Si vous prenez un enfant qui est harcelé, qui est pris comme un nul, qui n'a pas beaucoup de copains, dont les parents ne s'occupent pas trop, et ben pour lui, le jeu vidéo, violent ou pas d'ailleurs, aura une toute autre importance que pour l'enfant qui est dans une famille stable, qui est sûr de lui et qui n'a pas de problème particulier. Dans certains cas, le jeu vidéo n'aura pas la même importance pour l'un des enfants que pour l'autre. Et si les choses se passent mal dans ce jeu vidéo, bien entendu, ça n'aura pas la même importance. Parce que si l'enfant qui a un peu l'impression que toute sa vie est à foutre à la poubelle et qui n'a que ce jeu vidéo sur lequel se retenir, si les choses se passent mal dans ce jeu vidéo, ben c'est tout son monde qui s'écroule. Et bien entendu, il va être beaucoup plus frustré et bien entendu, il risque de devenir violent. Que l'enfant qui est, somme toute, bon, plus ou moins stable, etc., enfin comme les enfants sont généralement, bon, bah, s'il y a un truc qui se passe mal dans son jeu, c'est chiant, mais ça ne va pas plus loin. Enfin, je veux dire, après, il passe à autre chose. Donc, ce n'est pas le jeu vidéo en lui-même, mais c'est la façon dont l'enfant le prend. C'est quelque chose à prendre en ligne de compte avec tous les autres éléments. Alors, que faire, bien entendu? Eh bien, en fin de compte, et que faire, c'est vous, les parents, qui devez choisir. On ne peut pas se contenter de donner la faute aux personnes qui font les jeux vidéo. Et en fin de compte, vous n'avez que, pourra-t-on dire, 3 solutions. La première, c'est tout simplement de dire et de penser, écoute, moi à la maison, je ne veux pas de ce genre de jeu. Ce sont des jeux, je les trouve violents, ça va à l'encontre de ce que moi je pense. Donc, non, interdit. 0. Après, il va falloir définir, bien entendu, ce que vous comprenez. Alors ça, il va falloir travailler avec l'enfant. Ce que vous comprenez comme jeu vidéo violent. Est-ce que c'est un jeu comme Call of Duty où on se tire dessus et on se tue? Bon, ça généralement, c'est relativement violent. Ou est-ce que, par exemple, un jeu de course automobile où on peut pousser les autres en dehors de la piste? Est-ce que c'est violent ou pas? Donc ça va être à vous de voir. C'est généralement relativement facile à implémenter lorsque l'enfant est petit. Lorsqu'il commence à devenir ado, bien entendu, et ça vous le savez parfaitement, vous ne pouvez pas empêcher ça tout aussi bien. Parce que s'il est chez un copain, il jouera à des jeux comme ci, comme ça. Donc dans ce cas-là, on n'a qu'à faire comme si on ne savait pas. Mais du tout au tout, de toute façon, même s'il va pouvoir faire des écarts de temps à autre, il utilisera beaucoup moins les jeux vidéo violents que s'il n'y avait pas d'interdiction, de toute façon. Donc, après, ça marchera aussi bien. Ensuite, vous pouvez tout simplement pas vous en occuper. C'est-à-dire que, bon, si votre enfant vous paraît avoir suffisamment de plomb dans la tête pour ne pas prendre ces choses trop au sérieux, qu'il est relativement calme, qu'il n'y a pas de problème spécial, bon, vous pouvez dire, bon, on va le laisser en charge. Hein. Vous pouvez toujours en parler de temps à autre pour vous, histoire de vous assurer que, maintenant, il ne faut pas non plus qu'il passe tout son temps à ça. Mais après ça, vous pouvez... Alors, la plupart de ces jeux violents, de toute façon, on dit que c'est généralement recommandé que les enfants aient plus de 12 ans. Et là, dans le cas échéant, c'est quelque chose sur lequel je pense que, à moins que vous ayez un enfant bien entendu très mûr, mais généralement je pense que c'est une bonne limite à mettre. Disons, bon écoute, Toto, tu as 8 ans, tu vas pas quand même jouer à exploser la tête d'ennemis, tu attendras d'avoir 12 ans avant de jouer. Donc, mais à part ça, ne pas mettre de limite, c'est également une possibilité si votre enfant vous paraît totalement stable, il n'y a pas de raison. Et puis enfin, vous pouvez trouver un espèce de point d'accord
entre les deux, quoi, sans les interdire totalement et sans tout autoriser en disant, bon, on va mettre certaines limites. De toute façon, il est recommandé, dans tous les cas, de mettre une limite au temps qui est utilisé pour les ordinateurs et pour ce genre de jeu. La plupart de ces jeux ont un contrôle parental, tout simplement, où vous pouvez décider du temps à jouer. Alors, d'après les pédiatres, excusez-moi, généralement, ils proposent qu'on laisse jouer les enfants 1 heure par jour. Maintenant, pour être parfaitement honnête, je trouve que c'est un peu crétin parce que beaucoup de ces jeux-là, en 1 heure, vous avez juste le temps d'entrer dedans et puis après, il faut en ressortir. Donc, plutôt que vous avez Toto qui dit à ses copains, bon, ben, il me reste 17 minutes pour jouer aujourd'hui, mieux vaut réduire le temps pendant la semaine et puis autoriser tout l'après-midi ou toute la journée, pendant le week-end ou quelque chose dans ce genre-là. Donc là, enfin, je veux dire, faut pas avoir des tocs et puis dire bon bah la limite c'est la limite, l'heure c'est l'heure. On n'est pas alarmé. Mais donc, influence, oui, une influence entre d'autres éléments, donc pas la seule influence. Il n'est pas suffisant d'interdire les jeux pour que les choses ne se passent pas. Si vous avez un enfant qui a des tendances agressives, c'est peut-être une influence dont il peut se passer. Donc dans ce cas-là, ouais, mieux vaut ou interdire ou trouver un point entre les deux. Personnellement, je dirais trouver un point entre les deux. Mais après, ça, c'est à vous de voir. Donc, on ne peut pas dire, d'après les études, que les jeux vidéo ont cette influence totale et absolue, comme voudrait vous le faire croire. Mais maintenant, ils ne sont pas sans influence non plus. Tout dépend de l'enfant et de son contexte. Voilà. Je sais bien que je suis allé bien loin, bien plus loin que les 30 minutes que généralement je mets en limite. Généralement, je dis 30-35 minutes pour que les gens ne fatiguent pas. Mais là, je trouvais qu'il fallait prendre tous les éléments pour pouvoir faire le tour du sujet et pour ne pas rester trop superficiel. Voilà, c'était donc tout pour cette semaine, tout pour aujourd'hui. Le prochain webinaire d'ici une petite quinzaine de jours ou un peu plus parce que dans une quinzaine de jours, je prends une semaine de vacances. Et donc, si vous avez des questions, si vous avez envie que je parle d'un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail à cyril@malka.fr. Sans ça, je vous dis au revoir pour cette semaine et à d'ici 15 jours, 3 semaines pour un autre webinaire. Au revoir.